Eh bien les amis, c'est après 2 jours absolument exténuants mais ultra stimulants que je reviens de l'essai de la BMW F450 GS. Et toujours très important, je ne voulais pas rater notre rendez-vous hebdomadaire de cette petite FAQ dans laquelle je réponds bien évidemment à toutes les questions que vous me posez sur la story de mon compte Instagram Roadsters TV, c'est toujours très simple. Et bien évidemment, j'en ai profité cette semaine pour vous faire une petite story orientée sur la F450 GS pour répondre à quelques questions avant mon grand test qui paraîtra dans les jours et semaines à venir. Il faut d'abord que je publie SRK 800 Dark et SRK 921 chez QJ Motor, puisqu'on est en opération commerciale collaborative avec la CIMA. Et juste après, vous aurez l'essai de la F450. Alors, on va regarder un petit peu très rapidement ce qui s'est passé sur l'actualité de la chaîne. Vous allez voir que ça va être assez simple puisque j'étais absent, donc forcément je n'ai pas fait énormément de contenu. Cela dit quand même, on a eu la dernière FAQ sur laquelle j'avais discuté notamment de ventes potentielles qui s'effondreraient chez Triumph après le Triumph Unleashed, la campagne, plus grande campagne marketing jamais faite dans le monde de la moto et qui, bon, il est vrai, n'a pas forcément plu à tout le monde. Donc on en discute là-dedans avec pas mal d'autres petites questions intéressantes. Je vous invite à aller regarder cette vidéo si ce n'est pas fait. Et l'annonce de la Super Duke 1390 RR, à savoir tout simplement la moto la plus folle que KTM n'ait jamais réalisée, puisque Brabus, c'est un peu un partenariat. Là, c'est du pur KTM avec une moto qui est vraiment folle, qui reprend les bases de la Super Duke 1390, mais cette fois-ci avec 11 kilos gagnés sur la balance, c'est quand même pas rien, dont notamment 1,5 kg sur les jantes forgées, du carbone un peu à tous les étages, fourche dérivée de la moto GP, nouvel écran. Bref, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder parce que c'est super intéressant et ça montre que malgré une situation en ce moment de KTM où on se pose quand même un peu des questions, avec finalement le rachat de la dette qu'ils avaient avec Bajaj, ils ont fait un énorme prêt de 550 millions qu'ils doivent rembourser en 5 ans. KTM montre quand même qu'ils restent présents, ils ont des projets, ils ont des sorties, des grosses annonces. Et la Super Duke 1390 RR, c'est quand même un très bel exemple pour essayer de rassurer le public et les investisseurs. Alors, première question aujourd'hui de la part de YMRBT. Bonjour à toi. Tu penses que le ZH2 va enfin avoir un relift en 2027 ou c'est la fin de ce monstre? Quelle question éminemment intéressante et pertinente, puisque il est vrai, vous le savez, que moi j'ai un amour particulier pour cette machine, la Kawasaki ZH2, c'est une moto que j'apprécie énormément, et il est vrai que, elle n'a pas évolué depuis très longtemps, cette moto. Depuis littéralement sa sortie, la Kawasaki ZH2 a conservé ce faciès qui, il est vrai, soyons parfaitement honnêtes, n'a pas forcément plu à tout le monde. Cette face avant un peu de requin, c'est très particulier. Alors moi j'adore, je suis vraiment fan de cette machine. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a des gens pour qui ça passe un peu moins bien avec les écopes un peu asymétriques. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une moto qui avait un truc différenciant, mais malheureusement, différenciant, ça ne veut pas forcément dire qu'il plaît à tout le monde. Et donc, du coup, la question peut se poser. Et en fait, moi, je vais répondre à cette question en rajoutant un élément supplémentaire. C'est qu'en fait, pour moi, la Kawasaki ZH2, en fait, elle a besoin d'évoluer, mais elle n'a pas besoin d'évoluer uniquement au niveau de son faciès. C'est une moto qui a besoin d'une refonte profonde, même en termes d'électronique. Parce que quand on regarde aujourd'hui comment la ZH2 elle est dotée, en fait on se rend compte qu'on a le même écran TFT 4,3 pouces qui existe depuis Mathusalem, qui était présent sur les anciennes Z650 et compagnie, et qui a été depuis remplacé. Regardez, si on va sur le site de Kawasaki et qu'on va par exemple sur les Roadsters et qu'on prend la Z1100 SE par exemple, là vous allez voir qu'on a un nouvel écran TFT qui est celui de la Z900 qui est beaucoup plus sympa avec bien évidemment tout ce qui va en termes d'électronique, que même si on va dans un peu la même catégorie de moteur sur des machines comme la H2 SX qui d'ailleurs n'est probablement pas localisée ici, ils sont très mignons, ils ont mis ça dans les routières. Donc la H2 SX SE, si on va regarder un peu son écran, c'est une très belle dalle bien complète. Et bien sûr, ce n'est pas qu'une question d'écran, c'est aussi une question de technologie à proprement parler, les assistances électroniques, que ce soit la partie cycle. Oui, la ZH2 doit évoluer. Est-ce que la machine va effectivement évoluer ou est-ce qu'elle va disparaître? À mon sens, je trouve quand même que c'est peu probable
qu'elles disparaissent dans l'idée où c'est l'Hyper Roadster de Akashi. C'est une moto qui est là, qui est présente, avec un moteur qui est vraiment extraordinaire. Et là-dessus, c'est le seul truc où en fait finalement Kawasaki n'a pas besoin d'y toucher, hein. Ce moteur, il peut rester tel qu'il est. Il est vraiment, j'ai envie de dire parfait en fait. Il est extrêmement doux à bas régime, il fait pas de velours quand on est en ville, il n'y a absolument aucun souci, ça se passe extrêmement bien. Et dès que vous tournez la poignée, ça déferle à 6-7 000 tours minute, le compresseur se réveille, vous êtes propulsé dans l'hyperespace. Donc ça, il n'y a rien à changer. Par contre, le travail autour, avec une nouvelle tête de fourche, peut-être inspirée des nouvelles Z1100, Z900, un côté plus Sugumi, une ligne peut-être un peu plus consensuelle, des équipements améliorés, pourquoi pas même mettre de l'étrier Brembo iPure, hein, ce serait pas mal. Ça reste une machine qui coûte quand même 22 000 € aujourd'hui en version SE, avec les suspensions semi-actives. Et je pense qu'il est quand même temps, à l'image d'une Kawasaki ZX-10R, de faire un réajustement prix, faire évoluer un peu la machine, esthétiquement, l'écran, etc. Et là, on est reparti comme en 40. En bref, oui, j'apprécierais énormément. Peut-être qu'à l'EICMA 2026, nous aurons une surprise, mais ça, nous le saurons en novembre. Prochaine question de la part de AZNBKA qui nous dit « Bonjour Roadsters TV, bonjour. Quand pensez-vous que CF Moto va officialiser la V4 SR-WR ?» Alors là, bien évidemment, la V4 SR-WR, vous le savez, c'est l'une des plus grandes inconnues et des machines les plus attendues des prochains mois ou années. En tout cas, une moto extrêmement attendue. Il s'agit bien de la nouvelle hyper sportive de CF Moto. Une machine qui va faire rentrer le constructeur chinois dans un nouveau braquet en termes de légitimité de motoriste, hein, puisqu'on est sur un V4 qui délivre 212 chevaux, donc un monstre absolu, avec des équipements extrêmement ambitieux en termes de partie cycle, une aérodynamique adaptative, hein, avec des ailerons qui bougent façon Pagani Huayra, si ça vous parle, pour adapter finalement le comportement de la moto en fonction des différentes phases de pilotage. Et cette moto, bien sûr, c'est très certainement la moto la plus attendue, là, dans les prochains mois, presque autant que ne l'était la Yamaha R9 avant son annonce. La V4 SR-WR, c'est une machine excessivement attendue par tout le monde. Que ce soit en fait CF, qui attendent de la révéler, que ce soit les passionnés de la marque, mais que ce soit même les autres marques, en fait, elles attendent de voir arriver cette machine qui va très probablement rebattre beaucoup de cartes au niveau de l'industrie. Et donc, quand est-ce qu'elle peut sortir cette V4 SR-WR ? C'est une excellente question. Je pense vraiment que aujourd'hui, la fenêtre de tir la plus probable pour une annonce officielle, commerciale de la V4 SR-WR, si CF Moto ne sont pas en retard sur leur développement, etc., ce sera très probablement à l'EICMA 2026. Je pense qu'à l'EICMA 2026, le gros coup de tonnerre de CF Moto, ça va être d'annoncer la version finale de la V4 SR-WR, puisqu'aujourd'hui, elle est encore présentée comme un prototype, elle n'est pas présentée comme une version finale commerciale. D'ailleurs, vous voyez que selon les sorties, on a pu la voir récemment au CF Moto Days, c'était soit une couleur, soit une autre, on n'avait pas toujours les mêmes étriers. Des fois, là par exemple ici, vous avez des GP4 RX, alors que sur la version comme ça qu'on voit d'ailleurs dans la vidéo, on est sur des Brembo iPure, hein. Regardez, on va avancer un tout petit peu, vous allez le voir, la machine n'a pas toujours les mêmes équipements. Donc forcément, on sait que actuellement, et ici ces étriers là, ce sont des étriers tout simplement Brembo iPure. Donc la machine n'est pas encore à son état final. Je pense vraiment qu'une annonce à l'EICMA 2026 est tout à fait pertinente pour une sortie dans le courant de l'année 2027. Donc très probablement mars-avril 2027, quand les beaux jours commencent à arriver, quand la saison s'ouvre vraiment sur le sport. Écoutez, peut-être qu'on sera surpris par CF Moto d'ici là, mais je pense vraiment que c'est le meilleur pari qu'on puisse faire, c'est cette fenêtre de tir là, tout simplement. Prochaine question de la part de Henri06420 qui nous dit consommation. Alors, consommation de quoi ? Consommation de calories, consommation de substances pour dormir? Non, pas du tout. Consommation d'une machine que je suis allé essayer pas plus tard qu'il y a 2 jours avec BMW France. Et oui, la F450 GS, la nouvelle petite baroudeuse de l'Allemand d'ailleurs, qui est maintenant la machine avec la plus petite cylindrée de chez BMW. Elle remplace un peu les G310R et G310 GS dans cette catégorie de machines avec la plus petite cylindrée. Et j'ai quelques questions du coup que vous m'avez posées, que je réponds un petit peu avant
le test final. Et donc, qu'est-ce que ça donne en termes de conso? Parce que c'est quand même un truc qui est intéressant sur une machine à petit gabarit comme ça, c'est toujours un peu intéressant. Si on va se référer déjà à ce que nous dit les données techniques officielles, on est sur une conso au 100 selon le WMTC de 3,8 litres au 100, ce qui associé avec un réservoir de, on va descendre, mais je sais combien il est, mais 14 litres, ça nous donne environ un peu plus de 300 km d'autonomie. Qu'est-ce que moi j'ai relevé personnellement quand j'ai essayé la machine? Parce que c'est quand même intéressant, je l'ai eu en des conditions réelles, la moto avait 1000 km et il est vrai qu'elle a été conduite à un rythme qu'on pourrait qualifier de plutôt bon, avec des régimes qui, je vais pas vous le cacher, étaient rarement en dessous des 6000 tours minute. Donc ça veut quand même dire que je la conduisais dans des conditions qui n'étaient pas forcément ultra représentatives d'une conduite mixte que vous pourriez avoir au quotidien avec la moto. Moi, j'avais sur le tableau de bord une conso estimée à 4,5 litres au 100, ce qui reste à mon sens quelque chose de plutôt correct. Ça reste une consommation qui à mon sens est très bonne. Et encore une fois, comme je vous le dis, ce n'est pas véritablement représentatif de ce que peut donner la machine en vrai, tout simplement parce que on était vraiment sur un rythme qui était quand même assez élevé. Donc voilà. La vérité se situe probablement entre les deux, c'est-à-dire qu'on devrait être sur une consommation aux alentours de 4 litres, 4 litres 1, et donc on retombera sur ces 300 km d'autonomie, ce qui est très très bien pour une machine de ce type-là. Prochaine question de la part de Rayer, mais Laurent qui nous dit: les jantes à rayons en option sont-elles en 21 pouces? Puisque effectivement, cette F450 GS, elle est dans une config qui est un peu particulière lorsque vous faites l'acquisition de la moto, puisqu'elle n'existe qu'en jante à bâton comme ça. Et quand vous allez dans le configurateur, vous avez trois finitions qui existent: l'exclusive, la Sport et la GS Trophy. Donc, la version Sport, c'est cette version qui va donc intégrer du coup plusieurs choses, notamment les suspensions sport. Et la version GS Trophy va intégrer le sabot en aluminium, les pare-mains blancs. Vous avez pas mal de petites choses en plus. Mais il est vrai qu'effectivement, les jantes à rayons ne sont pas disponibles directement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez un petit peu les options qui sont disponibles sur la machine, et ben en fait, vous avez toute la bagagerie. Et après, au niveau de la partie accessoires, les jantes à rayons ne sont pas directement proposées parce qu'elles ne sont tout simplement pas faites par BMW directement. Il y a une option qui est possible que vous pouvez prendre en concession, mais ce ne sera pas du coup une version d'usine BMW que vous pouvez prendre direct. Alors, est-ce que c'est du 21 pouces? De ce que moi j'en ai compris, non, ça ne le sera pas. Parce que l'objectif finalement de la GS, GS, si vous ne savez pas ce que ça veut dire Geländstraße en allemand. Gelände, c'est quoi? C'est les chemins, c'est l'évocation un petit peu à l'aspect tout-terrain off-road. Et le côté Straße, c'est la route, tout simplement parce que c'est une machine qui se veut à la fois aussi à l'aise sur ces deux segments, ces deux types de revêtements. Et du coup, il est vrai que dès lors que vous mettez du 21 pouces sur une moto comme ça, la maniabilité sur la route s'en trouve quand même un petit peu atteinte. On est sur une machine qui sera un peu moins agile, un peu moins agréable. Et je pense que BMW savent pertinemment que 90% des gens qui vont acheter cette moto, ça va être pour faire de la route avec un peu de chemin, pas du gros franchissement, pas du gros off-road. On a des capacités en garde-sol qui sont pas mal. La moto fait 220 mm de garde-sol avec des débattements qui sont, cela dit, plus petits que ceux de concurrentes comme la KLE 500 qui fait 220 mm. Là, on est à 180 pour trouver le juste milieu entre une moto qui fera majoritairement de la route, mais qui sera aussi à l'aise pour aller faire du chemin, du caillou, des trucs comme ça. Et franchement, je vous le dis, vous verrez mon essai. Mais c'est une moto qui se débrouille quand même pas mal là-dessus, surtout quand elle est entre les mains d'un débutant comme moi, qui s'en est vraiment pas trop mal sorti. Dernière question de MRC GLV FRNDS. J'adore vos pseudos, c'est extraordinaire. GS 450 versus CF Moto 450. Et oui, parce que s'il y a bien une machine qu'on va vouloir mettre en concurrence immédiate avec la F450 GS, c'est bien entendu la CF Moto 450 MT, une moto qui a fait énormément parler d'elle. D'ailleurs, lorsqu'elle a été annoncée, c'était vraiment la folie. Machine qui est donc proposée actuellement
à 5 999 €, mais qui est habituellement un peu plus cher. La 450 MT, je vais vous parler concurrence dans ma vidéo d'essai, mais c'est une moto extrêmement intéressante. Elle a un rapport qualité-prix qui est vraiment très très bon. Cela dit, j'aurais quand même une tendance à dire que la 450 GS se débrouille extrêmement bien pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles étant que, en configuration de base, vous êtes à 7 500 €. Donc, il n'y a pas non plus une diff gigantesque en termes de prix pour une moto qui, en termes de finition, en termes de puissance moteur, elle est plus puissante et sur pas mal d'aspects, tient quand même la dragée haute à la 450 MT. Et surtout, si jamais vous avez un petit peu de budget et que vous partez sur la version GS Trophy, vous avez ici le RC, le Easy Ride Clutch, qui est donc une nouvelle technologie que BMW inaugure pour la première fois sur cette moto, qui est globalement, je vous le fais très simplement, une sorte de e-clutch de chez Honda. C'est-à-dire que globalement, vous allez pouvoir vous passer totalement de votre levier d'embrayage. Vous pouvez en fait allumer la moto, la démarrer, passer la première sans toucher à l'embrayage, il ne va rien se passer. Vous passez vos rapports comme avec un shifter standard, mais par contre, quand vous allez arriver à un feu, en seconde ou en troisième, vous pouvez vous arrêter, la moto ne va pas caler. Ça, c'est lié à une technologie où en fait BMW ont réussi à laisser l'embrayage en pression en permanence pour pouvoir permettre ça. Et c'est une techno qui est ultra intéressante parce que quand vous faites du off-road, quand vous êtes sur des situations où en gros, venir jouer avec l'embrayage va pas être idéal, et ben vous allez vraiment pouvoir vous focaliser à 100% sur le passage des vitesses. Et en plus de ça, à la différence du e-clutch qui est une technologie qui est électronique, là-dessus, vous êtes purement sur du mécanique. Ce qui veut dire que quand vous reprenez la main sur le levier d'embrayage, parce que vous pouvez le faire, hein, ce n'est pas du tout interdit, eh bien, vous allez avoir une sensation beaucoup plus proche d'un embrayage standard traditionnel. Vous retrouvez toutes vos sensations et vous pouvez faire tout ce qu'un embrayage vous permet de faire. Légal ou pas, ça après vous faites ce que vous voulez, c'est votre problème, ça ne me regarde pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est possible. Et effectivement, quand on rentre à 8 280 €, alors attention, là, on est quand même à 2 300 € de plus que la 450 MT, qui est très bien, avec ses suspensions Kayaba, son ABS déconnectable, il y a quand même pas mal de trucs qui sont très intéressants, mais on va se retrouver quand même sur une machine extrêmement bien dotée, avec le sabot en alu, avec les poignées chauffantes d'origine, attention, les modes de conduite pro, shifter pro, l'écran connectivity qui est quand même super bien. Vous êtes vraiment sur un truc qui est ultra intéressant, et du coup, j'en parlerai dans l'essai, après vous aurez mon retour sur la machine, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle n'est pas bien, globalement qu'est-ce que j'ai trouvé comme petit défaut ou pas, mais CF Moto qui a toujours défendu son morceau de steak par le côté justement accessible en termes de prix, rapport qualité-prix très bon, et ben je trouve que là, BMW ils sont quand même dans l'aspiration sur un cran supérieur en termes de finition, mais ils sont pas ridicules du tout. Donc voilà, écoutez, j'espère en tout cas que ces quelques petites questions ont permis de répondre déjà à certaines interrogations que vous puissiez avoir sur la moto. L'essai arrivera le plus vite possible. Il faut d'abord, comme je vous ai dit, que je sorte les QJ Motor SRK 921 et 800 Dark. Et juste après, on aura cette petite F450 GS. En tout cas, j'espère que cette FAQ vous a plu, les amis. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes pas encore dans cette catégorie-là d'utilisateurs. On va dire que c'est un excellent soutien que vous pouvez m'apporter. Et en attendant, on se retrouve très vite pour beaucoup de contenu, puisque bientôt, les essais arriveront. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!